chiffres du Veritas. Vous voyez, l'Angleterre a 19 700, enfin, en gros 20 000 navires à voile. Alors là, ça prend tous les petits, hein, les petits, les gros. Ils ont en gros 20 000 navires à voile, 5 500 000 tonnes. Les Français, ils sont pas là, ils sont pas là, ils sont pas là, ils sont là. Vous voyez, la France, elle est complètement en queue de peloton, avec seulement 3800 navires à voile. Or, la France est une grande puissance maritime à l'époque, puissance coloniale. On a des colonies partout, des comptoirs en Extrême-Orient, en Pacifique, aux Antilles, partout. Comme les Anglais d'ailleurs. Mais on n'a pas de navire. Donc, évidemment, on comprend facilement que tout le commerce maritime est pris par l'Angleterre et les États-Unis. En plus, il y a un autre élément, c'est que déjà à l'époque, la mondialisation, dès la révolution industrielle, s'installe. Et les pays anglo-saxons embauchent des gens de toute nationalité. Alors qu'en France, on a des marins français uniquement. À l'époque, on a des marins de partout. Alors, on comprend aussi que l'Angleterre a du mal à armer, parce qu'elle n'a pas une population plus nombreuse que la France, elle a du mal à armer 20 000 navires et des matelots. Ils ne peuvent pas avoir assez de matelots professionnels. Donc ils raflent des matelots à l'étranger. Des matelots qu'on Shanghai, vous avez parlé du Shanghaiage. C'est dans les ports, le capitaine est surtout avec 5 déserteurs, il manque 5 hommes, il va avoir un agent, un marchand d'hommes, un agent qui rafle des types où il peut, des clochards, des gens ivres, il les ramasse, des bons capitaines avec des faux papiers en règle, des vrais faux papiers, et les gars se réveillent le lendemain, ils sont à bord d'un navire. On a vu des boulangers, on se réveiller avec des bateaux. Bateau appareil parti. Ouais, il y avait un vieux. L'histoire d'un vieux bosco anglais qui disait moi, je n'ai jamais choisi mon bateau. Moi, je me réveille dans un navire, je demande juste watch it. Quel est le nom du nouveau navire? Je ne sais pas. C'était pour elle. Il se réveillait un matin, il demandait juste dans sa couchette quel nom, je ne sais pas. Il n'est pas chemin de donc, sur 30 ans de navigation. Donc voilà, c'était très courant. La conséquence, c'est que les gens étaient mal payés, sous-payés, évidemment, c'était payé étrangers, pas qualifiés, donc payés beaucoup moins. Pas de protection sociale. Quand le gars était malade, on jetait son par-secours, on partait à la première escale, ils étaient payés, on rentrait à pied, donc, comme aujourd'hui. Protection sociale, pas d'ACD, il n'y avait rien. Donc, ça induit aussi une certaine concurrence déloyale. Donc, évidemment, les équipages étrangers étaient beaucoup moins chers que les équipages français. Donc, la France est rame. C'est le cas de dire. Alors, tout ça, la France, ça change. Alors voilà, les Anglais, dès 1840, vous voyez, ils commencent à faire des navires en acier. Parce que là aussi, la mondialisation s'installe, la demande s'accélère au niveau mondial, les échanges s'accélèrent, s'intensifient. Que déjà, encore aujourd'hui, 80% des échanges mondiaux se font par la voie maritime. À l'époque, c'est encore mieux, c'est encore plus développé. Il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Donc les Anglais, eux, ils vont construire des navires en acier parce qu'ils ont besoin de capacité de fret beaucoup plus importante. Le premier en époque classique. Voilà la différence, vous voyez, un navire en bois pour une longueur, largeur donnée à l'extérieur. Ils vont avoir, avec des membrures en bois, c'est très épais, un vaigrage très important qui participe à la rigidité de la coque. Alors qu'une cale en acier, vous voyez, en acier c'est une petite membrure avec un vaigrage sommaire, un procédé de construction beaucoup plus rapide, moins compliqué, et une capacité de charge supérieure. De plus, avec un navire en acier, on va pouvoir allonger beaucoup plus les coques. De 50 mètres, on va passer pratiquement à 90-100 mètres. C'est un 4 mâts. Donc les Anglais, dès les années 1850-60, ont commencé à construire des navires en acier de 90-100 mètres. Voilà. Donc, évidemment, là aussi, ils prennent une certaine avance, une sacrée avance. Donc la France est handicapée par sa flotte vétuste et le prix du fret, parce qu'évidemment, le prix que demande le transporteur est plus élevé en France, donc on ne peut pas jouer la concurrence. En plus, les Français, champions du monde comme toujours, jusqu'à présent, ils arrivaient à protéger leur commerce maritime par la loi du pavillon. C'est-à-dire qu'un navire arrivé dans un port, c'est la taxe du pavillon. Quand un navire venait charger en France, s'il était étranger, il y avait une taxe. Les Français étaient sur cette taxe. Donc ça freinait un petit peu la concurrence. C'était pour compenser un peu cette concurrence déloyale des salaires. Et
notamment les pays anglo-saxons et les pays européens font pression sur la France pour qu'elle lève cette taxe. Qu'est-ce qu'on fait? On cède comme d'habitude, on cède devant la mondialisation et en 1866 on abroge cette taxe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les navires étrangers viennent charger en France. C'est une grande puissance la France à l'époque. Donc c'est les autres qui viennent. Donc c'est la catastrophe. Donc pour contrer tout ça, la France va faire une première loi de prime en 1888. Alors c'est une prime qui est donnée aux armateurs et aux chantiers navals. D'une part, pour qu'ils puissent, les chantiers navals, pour qu'ils construisent des navires en acier, c'est-à-dire que la prime ne joue que pour des navires en acier. On va forcer à abandonner le bois. Et en plus, l'armateur, lui, il va gagner de l'argent sur son navire en acier, en fonction du tonnage en jauge brute et en fonction du nombre de milles parcourus. Je crois que les bateaux raisonnent pas. Parce que c'est une prime assez conséquente. Cette prime va permettre de compenser dans cette concurrence déloyale. Il y a très peu de navires construits, moins d'une dizaine, parce qu'elle n'est pas encore assez intéressante. Donc la France accumule son retard, et en 1893, il y a une seconde loi de prime qui est votée. En plus, entre-temps, les taux de fret ont augmenté énormément. Donc là, tout le monde embraye. Mais il y a eu d'élite initiée, puisque dès 1893, les chantiers sont déjà montés, les plans sont déjà faits. Et la France, entre 1893 et 1902, donc en 9 ans, va construire plus de 250 grands voiliers. C'est première au monde. Et en plus, là vont apparaître les séries de navires, construits par série pour la première fois. Dans les chantiers de la Loire notamment, qui vont construire le gros de la flotte, vont faire des séries type A, type B, type C, on a les plans, on a les gabarits, ça va très très vite. Il faut quelques mois pour construire un navire. La France, il ne va pas passer du dernier rang, pratiquement au troisième rang, deuxième rang. Mais il est un peu tard quand même. À la fin du 19e, les Anglais commencent déjà à abandonner leur voilier. Voilà, en tout cas, ça c'est le contexte naissance du Belém. Parce que s'il n'y avait pas eu cette loi de prime, le Belém n'aurait pas été construit en acier, il aurait été fait en bois. N'oubliez pas que le Belém est un Antillais, un navire donc construit à Nantes, et à Nantes armait des petits navires qui faisaient les Antilles essentiellement. Oui, ils transportaient des gens de couleur, et puis bon, c'était pas très bien vu, donc ils ont changé de commerce. Pas très glorieux non plus parce que c'était du sucre, du rhum, mais les gens qui travaillaient en exportation, c'était un peu un statut d'esclave. Bref, en tout cas, ils ont réussi à. Enfin, ils avaient ce commerce avec les Antilles. Alors, pour faire les Antilles, on n'a pas besoin d'avoir des gros navires comme les Caporniers, puisqu'on ne passe pas les Capornes, le Capon d'Espérance. Donc des navires de petite taille, des petites remorques. Les petites remorques qu'on appelle les Antillais. Donc les armateurs n'ont pas intérêt à faire des gros navires et le bois leur suffit. Lorsque la loi de prime arrive, par contre, les avantages sont tels qu'il y a intérêt à construire en acier. Tous les chantiers nantais vont se lancer dans la construction d'acier. Les armateurs vont complètement changer leurs habitudes pour faire un navire en acier.